Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Comme tous les mercredis, donc nous sommes en direct sur Radio 1 pour un nouveau numéro pour parler de l'actualité politique évidemment qui nous concerne. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Ismaël Almas, bonsoir. Bonsoir. Zohira Burkan. Bonsoir. Bonsoir. Ali Boukhlef, bonsoir. Et Hassan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence toujours par l'image de la semaine pour savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Hassan. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est tombé sur vous. Non, la dernière fois c'était aussi pour moi. La prochaine fois, ça ne sera pas vous, c'est sûr. C'est pour laisser les invités prendre leur temps. Vous êtes un habitué. Comme l'actualité est extrêmement lourde, j'ai choisi une image de la semaine qui est un peu décalée, mais qui en même temps a son côté un peu grave. C'est la cession du club de Chelsea à 5 milliards de dollars. La Tunisie recherche 3 milliards de dollars pour équilibrer sa balance des paiements. Elle n'arrive pas à l'avoir à cause de Qais Saïd. Et bon, je ne parle pas de pays subsahariens qui ont besoin d'argent, qui sont dans l'incapacité de le faire. Abramovich, le propriétaire de Chelsea, peut lever 5 milliards en vendant juste le club. C'est la première fois qu'un club se vend à ce prix-là. C'est ahurissant. En même temps, ça dit des choses sur le nouveau monde vers lequel nous allons. Et c'est le champion d'Europe en titre. Je pensais que vous alliez parler de l'ouverture aussi des stades ce week-end. D'ailleurs, il y a un grand Mouloutia Yusma au stade. Ce n'est pas encore l'image. Et ça peut ressembler à un appel à un attroupement non armé, ça. Un attroupement de supporters, au moins. Ali Bourlef, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, puisqu'on est dans ce climat de terreur, j'ai en tête l'image de Shafiq Mjahed, même si je ne parle pas uniquement du détenu, mais de la transformation qui a été la sienne. Il n'est pas le seul. Au moins, c'est le second qu'on voit dans cette situation-là, c'est-à-dire que la prison a transformé les gens au point de devenir parfois un symbole de cet arbitraire-là qui s'abat sur les Algériens. On a vu Ekni qui a été libéré il y a 2 mois de cela, et hier, ou avant-hier, c'était Mjahed, mais c'est hallucinant, c'est choquant à quel point les magistrats algériens, je ne parle pas du pouvoir politique ou militaire, mais je parle aussi des magistrats qui manquent d'humanisme au point de ne pas dissocier au moins les malades qui entrent en prison des gens qui sont valides, même si un innocent reste un innocent, valide ou pas. Voilà. Et nous parlerons au cours de cette émission avec vous, notamment Zohira Burkan, sur le cas de Shafiq Masbah, qui est, Shafiq Mjahed, qui est en fait la bonne nouvelle de la semaine, la libération de Shafiq Mjahed. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Zohira? C'est toujours une image, une émotion, Shafiq Mjahed. Ça se passait au tribunal, donc c'est au moment où la juge sort pour aller délibérer. Donc il y a ce moment de flottement où l'accusé reste dans le box, et puis les parents, les proches sont là, et puis à un moment, il y a sa maman qui se rapproche de lui. Donc c'est son père, en fait, qui a poussé la maman à aller vers son fils. Et là, il y a un grand moment d'émotion. Elle lui tend la main, il lui tend la main, il l'embrasse sur la tête, elle l'enlace, il pleure. C'était émouvant. C'était là, pour moi, il y a tellement d'images qui se bousculent en ce moment dans ce pays, dans ce monde, dans nos têtes, etc., que celle que je garde, parce que ça a failli me faire pleurer. Si ça avait continué un peu plus, ça aurait été... Sinon, pour reprendre ce qu'avait dit Ali, je crois que toi aussi tu es un exemple. On se rappelle tous de l'image quand on a vu Khalid sur l'écran du tribunal de Sidi Mohamed. C'est pas Khalid. Perdu de voilà. Donc, c'est lui qui avait choisi la voilà. Donc, mais sinon, il y a des situations comme ça où ça finit par un décès, comme de Bazi malade, et dont on n'a pas tenu compte de cela, et ça a fini tragiquement. Nous sommes très heureux pour Shafiq Mjahed, évidemment. L'image de la semaine, Ismaël Almas, qu'est-ce qui vous a marqué? Bien, bonsoir, salam alaikum. Je crois que, encore une fois, la famille de la presse a reçu un sale coup avec l'assassinat de Chérine Abou Aqla. Je crois qu'on va en parler. Mais aussi, là, ce matin, en écoutant la radio, il y avait un chiffre qui m'a un peu interpellé. C'était le budget consacré à la recherche scientifique en Algérie. J'ai appris que c'était à peu près du 0,2% du PIB. Alors qu'ailleurs, la moyenne, c'est entre 3 et 4% du PIB. Alors que souvent, on dit tu innoves ou tu disparais. Je crois que le choix
du pouvoir est bien clair là. Hein. C'est la disparition carrément de ce pays. 0,2%, c'est à peu près 30 millions de dollars. La moitié les 30 millions de dollars sont affectés au salaire ou à l'Internet ou je ne sais pas quoi. Il reste à peu près 10 millions de dollars. Avec 10 millions de dollars, tu vas développer la recherche et le développement, la recherche scientifique, le développement, je ne sais pas quoi, dans un pays comme l'Algérie. Donc je crois que ça m'a un peu marqué. Quoique je suis un habitué des chiffres, mais là, ça m'a vraiment touché, surtout que tout de suite après, tu vois avec le truc, la phrase tu innoves ou tu disparais. Et tu vois le chiffre, c'est un peu... Le budget du Fonds national de la recherche a été réduit de 75%. Ah ben, tu vois, encore un autre chiffre. Évidemment, nous commençons par l'actualité de ce mercredi. C'est l'information qui a un peu traumatisé tout le monde de la presse et surtout de la presse arabophone et du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord aussi. C'est la mort de la journaliste palestinienne Shaheen Abu Akleh qui a été donc tuée ce matin dans un tir de l'armée israélienne à Jenin pendant des affrontements entre belligérants sur place. C'est une mort qui avait choqué surtout ses collègues à la chaîne Al Jazeera, mais aussi toute la communauté de la presse. Shaheen Abu Akleh qui sera inhumée aujourd'hui. Comment vous avez réagi, surtout ceux qui la connaissent, nous qui la connaissons pas personnellement, mais qui la suivons depuis des années, depuis maintenant près de 23 ans, comme la voix féminine officielle du conflit au Moyen-Orient dans la chaîne Al Jazeera. On commence par les journalistes, Ali. J'ai été choqué, je me suis réveillé sur cette information que j'ai vue sur les réseaux sociaux et puis j'ai allumé la télévision. C'est évidemment choquant, d'autant plus qu'il s'agit d'un tir de sniper. Apparemment, a priori, c'est quelque chose qui a été prémédité. Après, je ne sais pas à quel niveau de la responsabilité, mais il est évident que celui qui a tiré voulait la tuer parce que ça fait quand même 23 ans qu'elle commente l'actualité, qu'elle est au cœur du conflit. Carrément, c'est l'une des journalistes, la journaliste vedette de la Palestine. Elle a rapporté au monde entier ce qui se passe dans ce pays. Malheureusement, aujourd'hui, elle a été elle-même victime de l'arbitraire et surtout des violations des droits de l'homme de cet État qui reste l'État le plus voyou de la planète, malgré l'existence de dictature. Mais c'est un État qui s'en fout des règles internationales, ni des Nations Unies, ni des règles des droits de l'homme, ni du respect de la personne humaine, ni des droits de l'homme. Donc voilà, peut-être ils ont un peu de démocratie chez eux, mais lorsqu'il s'agit de Palestiniens, ils ne s'embarrassent absolument pas d'actes abjects comme celui qu'ils ont commis ce matin. Et c'est tellement choquant. J'espère que ce choc va probablement être le prélude à quelque chose, à une prise de conscience quelque part dans ce monde qui est devenu fou ces dernières décennies. Il faut juste rappeler que ce n'est pas la première journaliste palestinienne qui meurt dans ce conflit. Il y a eu en 2018 Ahmed Abou Hussein et Yasser Mortaja. Il y a eu le bombardement de la tour de la chaîne Al Jazeera il y a tout juste un an à Gaza. En mai 2021. Donc ce sont des journalistes qui sont toujours pris pour Mais là c'est la cible directe. Là, c'est la différence, c'est que les autres sont morts dans des combats ou dans des attaques. La tour de Al Jazeera, il n'y avait pas de morts, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu 140 morts civiles, dont 40 enfants. Tout à fait. Mais là, on a ciblé une personne, et c'est ça la différence. C'est-à-dire, c'est un assassinat, c'est un État qui assassine. Parce que des crimes, il y en a partout en Ukraine actuellement. Israël a commis des dizaines et d'innombrables crimes, soit en Palestine, soit dans les pays périphériques. Mais là, on a ciblé une journaliste parce que les journalistes, en plus qu'elle portait elle portait son gilet presque et son casque. Il n'y avait aucune justification sur ça. Zohaïl Aberkan. Et on se demande donc dans ce tir, je regardais tout à l'heure une chaîne israélienne, I24 pour ne pas la nommer, où ils émettent l'hypothèse que ce serait donc un tir palestinien. Oui, c'est la version officielle du gouvernement israélien. Voilà, donc... Mais comme par hasard, c'est un tir d'une telle précision qu'il n'a pas touché le casque, il n'a pas touché la poitrine qui était protégée, donc il s'est logé donc, dans la tête. Donc ça aussi, c'est une question. Sinon, comme disait Ali, est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que les gens, au niveau peut-être de la perception, au niveau des mentalités, au niveau
est-ce que des choses peuvent changer aussi facilement avec... il y a eu tellement de morts que bon, ça a fait l'effet... il y a aussi un effet buzz autour. Mais je pense qu'après ça, on va oublier, puis ça va aller augmenter, enfin, renforcer la liste des martyrs de la presse, parce que je crois que c'est énorme le nombre de journalistes tués chaque année dans le monde. On ne se rend pas compte, mais il est important. 4 journalistes mexicains assassinés la semaine dernière en l'espace d'une semaine. Vous pensez, comme Zoéla Berkane, que ça peut être ça peut tomber dans l'oubli? Il faut compléter la phrase rapidement. Ça peut tomber dans l'oubli. Ça peut tomber dans l'oubli rapidement. Oui, c'est le cas. Là, je suis d'accord. C'est vrai, malheureusement, il y a voilà, une année. Il y avait raison, on a du mal à croire que ça fait juste une année. Et voilà, il y a deux grandes leçons que, à mon avis, il faut tirer de ce drame d'aujourd'hui. C'est d'abord combien le métier de journaliste de terrain, de reporter de guerre est difficile. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'appeler Samira Moua, qui a pris une balle dans la tête dans les mêmes circonstances. Exactement. En Irak. On est très fiers de l'avoir comme collaboratrice à Radio 1. Elle travaille avec nous aujourd'hui, on en est très contents. Et pour essayer d'obtenir sa réaction, elle a échappé à la mort. Elle a échappé à la mort, elle est restée pendant des semaines alitée. Donc elle a pris une balle de Daesh. Pour rappeler combien c'est difficile, on n'a pas encore eu sa réaction. Je pense qu'elle était très, très émue aujourd'hui et très affectée, parce que ça ne peut que lui rappeler ce qu'elle a vécu, l'enfer qu'elle a connu. Et donc me rendre hommage à tous les journalistes qui sont les témoins de ces conflits et qui nous permettent de nous faire une opinion de ce qui se passe sur le terrain, quel que soit le théâtre dans le monde. Ça, c'est la première leçon, donc l'hommage au courage des journalistes de terrain et des reporters de guerre. La deuxième leçon, c'est qu'on ne peut pas être une puissance occupante et garder les mains propres. Ça, c'est un telling story que les Israéliens ont réussi à vendre au monde, être la première démocratie, la seule démocratie de la région, etc., tout en étant une puissance occupante qui opprime un peuple. Nous, on le sait. Pourquoi on le sait? Parce que nous sommes Algériens. Et nous l'avons vu que la France était supposée être une démocratie. Il y avait un vote à cycle normal, il n'y avait pas en France, mais chez nous, c'était un autre univers. Et on sait que même ces pays-là, qui sont supposés avoir des règles démocratiques chez eux, dès qu'ils sont une puissance occupante, ils deviennent des assassins. Et Israël est un assassin anormalement protégé dans le monde. Ça ne peut pas continuer. C'est impossible que ça continue. Moi, je suis un partisan de BDS. J'essaie de respecter ce que dit BDS, même si c'est pas toujours possible, parce qu'il y a des marques qui sont pas en Algérie ou parce qu'il y a des marques incontournables. Mais BDS, c'est le boycott des marques qui aident à la colonisation et qui s'appuient sur la domination des territoires occupés. Donc reconnu dans le monde, d'ailleurs, et qui n'est pas implanté en Algérie. Il faut que les citoyens arrêtent de protester et réfléchissent à des moyens de sanctionner cet État voyou. Ismaël Almas. Rapidement. Cet assassinat me rappelle personnellement celui d'un autre journaliste, un Algérien, mort en 88, le 10 octobre 88, c'est Ali Ben Mchiche. Dans des circonstances aussi, c'était un tir. Donc, un tir des forces de sécurité terrestre. Donc, rafale de Kalachnikov. Voilà. C'est une rafale de Kalachnikov. Écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites autour de cet assassinat, ce crime. Mais moi, je me pose d'autres questions. C'est-à-dire, en général, quand un pays comme le pays sioniste dont on est en train de parler commet un crime pareil, en général, il y a toujours un objectif derrière. Je ne peux pas penser, ou la croire, qu'ils vont s'amuser à envoyer un sniper et tirer et descendre une journaliste aussi connue, etc., pour le plaisir de le faire. Surtout que c'est une journaliste qui est sur le terrain depuis 23 ans. Elle ne représente pas réellement un danger. C'est une professionnelle qui fait très bien son travail. Moi, c'est sa voix et son image que je croisais pendant des années. C'était ça, Al Jazeera. Hein. Mais là, et pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Donc, je pense qu'il y a deux questions quand même qui reviennent. C'est quoi l'objectif derrière ce crime? Et pourquoi le timing? Surtout avec... Il doit y avoir des connexions.
Non, il y a un regain de vieux- recolonisation. Maintenant, ils sont en train de se faire sortir des milliers. D'ailleurs, la crise en Ukraine cache un drame qui se passe en Palestine actuellement. Il y a des quartiers complets qui sont en train Ouais. d'être rasés. Et les journalistes, pardon, surtout de Jazeera, ils sont sur place parfois parmi les militaires et les citoyens palestiniens. Donc, ils sont l'image de ces drames-là. Justement, c'est ce qu'il est allé couvrir ce matin. Parce qu'il devait y avoir Un reportage. hein. non, le village devait être évacué ce matin, de force. Mais écoute-moi, le travail de journalisme va se faire avec le marhouma ou un autre journaliste. Donc les dossiers les vérités vont être rapportées. Il n'y a pas de souci pour cela. Mais moi, je me dis, pourquoi aujourd'hui, et pourquoi le timing avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les guerres qu'il y a, les difficultés qu'il y a, les problèmes qu'il y a, je pense qu'il doit y avoir des connexions. Je m'interdis de penser qu'une puissance pareille va commettre un crime pareil, hein, sachant la portée, les répercussions d'un crime aussi crapuleux. Donc je me dis qu'il y a quelque chose, mais cela dit, on présente quand même... La nouveauté, c'est... Bon, il y a le cycle, l'accélération du cycle de délocalisation des populations palestiniennes, mais il y a une phase de montée de la lutte armée qui a démarré il y a quelques semaines. Y compris à Jénin. La lutte armée, l'opération, c'était pour chercher des supposés assaillants, des derniers attentats, parce qu'il y aurait une majorité d'assaillants qui viendraient de Jenin. Et donc la question, c'est aujourd'hui, on est au début d'un cycle, on peut décider d'éliminer les témoins parce qu'on est en train d'aller vers une polarisation, une confrontation peut-être de plus en plus sanglante. C'est un très mauvais signal parce que ça signifie que peut-être il y a des lignes que l'armée israélienne s'empêchait de franchir, qu'elle va franchir dans les prochaines semaines, parce que il y a une résistance armée que personnellement, je considère, je prends la responsabilité de le dire, comme étant tout à fait légitime, parce que il y a eu des fossoyeurs du processus d'Oslo, parmi ceux des pays qui l'ont créé, le dernier étant les Américains. Le président américain, le précédent, a définitivement enterré le processus d'Oslo en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur Jérusalem et en proposant quelque chose de tout à fait inacceptable. Et donc, je trouve tout à fait légitime qu'il y ait une frange des Palestiniens qui, aujourd'hui, ont recours à la lutte armée pour essayer de rediriger l'attention de la planète sur la Palestine. Voilà. Mais bien sûr, maintenant, ce qui va marquer cet événement, c'est le silence et des dirigeants arabes et des peuples arabes aussi. Vous allez voir que, d'ailleurs, j'ai été marqué et choqué par les réactions sur les réseaux. Ça s'est focalisé sur est-ce que marhouma ou la machi marhouma ou l'antrahma alayha ou la machi marhouma ou la mzahiya ou je ne sais pas quoi. Mais bon, j'ai eu une journée difficile liée à les formations, etc. Donc je n'ai pas vraiment vu l'actualité. Mais le peu de trucs, oui, j'ai vu, c'était terrible. Oh, مازلنا نهضروا لا نترحموا عليها ولا نقولوا الله يرحمها ولا ماشي الله يرحمها ولا مسيحيه ولا شهيد ولا ماشي. C'est ça le problème. C'est pas ça le problème. L'humanisme a fait beaucoup d'argent. C'est pas ça le problème. Voilà, c'était pour donc, la page consacrée à Shireen Abu Akleh, donc la journaliste palestinienne tuée aujourd'hui par un tir de l'armée israélienne. La journaliste qui a travaillé à la chaîne Al Jazeera a couvert les événements sur place pendant 25 ans. Toutes nos pensées à sa famille, mais aussi à toute la famille des journalistes dans le monde. On va parler maintenant d'Algérie et vous êtes là pour ça, Zohra Berkane. D'abord, avant de parler des détenus de Shafiq Mjahel, puisque vous avez couvert sa libération, on a été surpris, son procès et sa libération. On a été surpris aujourd'hui d'apprendre que vous avez été condamné à 6 mois de prison ferme pour couverture d'une manifestation en janvier 2020. Vous avez enfin rejoint, si je peux dire, le train des journalistes condamnés par la justice. Alors, parlez-nous-en de cette affaire très rapidement. Vous avez cette légitimité judiciaire. C'est une affaire qui remonte à janvier 2020, c'est bien ça? Non, oui, absolument. Donc, en fait, aujourd'hui, je reçois un huissier de justice, Amr Betteblir, donc une notification d'un jugement par défaut, RIAPI. 6 mois de prison ferme, 50 000 dinars d'amende, 10 jours pour faire appel. Donc toute la matinée un peu perturbée, donc le temps de descendre à Sidi Mohamed et de voir de quoi il s'agit.
Et c'est quand j'ai retiré le jugement que je vois dans le jugement qu'il s'agit d'une affaire qui remonte au 17 janvier 2020, le jour où j'ai été arrêté, alors que je couvrais une marche, les marches du matin, donc du fameux carré des irréductibles, comme je les appelais. Et ce jour-là, la répression était particulièrement féroce. Des bastonnades, des arrestations, des interpellations et tout. Donc j'avais mon direct et moi je ne savais pas que ce même direct était retransmis sur le Maghribia. Et donc quelque part en haut lieu, ils ont dû voir que le direct, alors ils se sont dit, voilà, c'est bon, on a trouvé le correspondant à Al-Maghribia. Et que signifie maintenant cette condamnation à 6 mois? Ça veut dire que vous avez fait rappel, opposition, comment ça se j'ai passe? fait opposition. Maintenant, le procès est programmé donc à nouveau pour le 15 juin. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le jugement par défaut, donc on me reconnaît un statut de journaliste, et d'une, puisqu'on cite qu'un tel est. Par contre, on me reproche d'avoir filmé donc des personnes, et qui sont ces personnes? C'est surtout, donc il précise que c'est عناصر, voilà, dans ces termes, عناصر الأمن في تأدية عملها لتأمين الحراك وكذا, etc. C'est comme si j'avais pris. Ensuite, il cite aussi mon téléphone, dont je tairai la marque pour ne pas. N'est-ce pas, Khalil? Non, justement. C'est ça le problème. Voilà, c'est le problème. Donc, c'était sa remarque. Nico. Alors, c'est une marque qui n'existe presque plus, donc on peut dire. Donc, alors là, il y a un vice sur lequel donc, je pense qu'il faudra peut-être s'attarder. C'est que moi, on m'a rendu mon téléphone un mois et quelques jours. Enfin, ça a coïncidé avec mon éviction de reporter. Le jour où le reporter me met à la porte, la police me rend mon téléphone. Et l'affaire est supposée être close, terminée, c'est bon. Et là, on me ressort ce téléphone, d'après l'analyse, truc, etc. Il ressort que de ce téléphone, il y a des images de policiers, de trucs, etc. Alors, vous aurez la Berkane. Donc, le procès, c'est le 15 juin. Ihsan, votre procès aura lieu le 17 mai 2022. À cause de son téléphone aussi, de son téléphone. À cause d'un article de presse, donc prévu le 3 mai, journée de la liberté de la presse, mais c'était un jour férié, donc c'était le jour de l'Aïd, donc il a été reporté au 17 mai prochain. Et je pense qu'il aura vraiment lieu cette fois, votre procès. Qui n'est plus ministre, ancien ministre de la Communication. Ammar Belhimar. Un mot sur cette poursuite de l'harcèlement judiciaire contre les journalistes. On pensait que ça pouvait s'arrêter à un moment, mais avec le cas de Zohair Balkan, on se rend compte que non, ça ne s'arrête pas. Moi, je l'ai dit ici la dernière fois, je l'ai même dit ailleurs. Le problème, c'est qu'on nous applique le code pénal. C'est ça le problème. Et non le code de l'information. D'ailleurs, demain, il y aura un débat sur le nouveau code, parce qu'apparemment, il le renvoie à chaque fois, et ma conviction est qu'il ne sera jamais adopté. Mais en tout cas, et quand ils ont convié quelques journalistes, ils m'ont appelé pour participer. Je vais leur dire à quoi ça sert de promulguer une loi si vous appliquez le code pénal, appliquez le code pénal sur tout le monde et puis on n'en parle plus. Et sur tous les cas de journalistes qu'on a connus de poursuite jusqu'à présent, c'est qu'on applique systématiquement le code pénal. Rabah Karash, c'était le code pénal. Toi, c'était le Khabarjia. Lui, c'était le code. Je pense que toi aussi le code pénal, non? Ils t'ont sorti le code d'information. Non, c'est beaucoup plus sympathique. Moi, c'est la loi de 2006. C'est la loi sur la réconciliation nationale. Ah, donc on considère que mon article porte atteinte à quelques articles de cette loi-là. Le problème, c'est que le ministère de la Communication n'a pas la qualité pour porter plainte si quelqu'un. Il y a une grosse erreur. Bon, je pense que c'est ça qui va être plaidé et qui a mis très mal à l'aise la partie plaignante depuis qu'Amal. Mais en tout cas, beaucoup de juges, et je connais beaucoup de journalistes qui travaillent dans des médias qui ne sont pas forcément libres, entre guillemets, et qui sont poursuivis parfois pour des faits de droit commun, qui sont poursuivis sur la base du code pénal et non pas du code de l'information, la loi sur l'information. Et c'est hallucinant, d'autant plus que la Constitution est claire là-dessus, elle est très claire. Et quand les responsables disent, ou les avocats disent aux juges que vous faites fausse route, ils leur disent, voilà, nous avons la loi que nous avons. Voilà. En tous les cas, bon courage à vous pour votre procès. Avant de parler du volet politique, il fallait aujourd'hui aussi parler de cette libération emblématique d'un détenu d'opinion emprisonné pendant 1 an
sans procès, en mandat de dépôt, c'est bien ça, 1 an, avant d'être jugé et condamné finalement à 6 mois de prison ferme et enfin libéré. Vous avez vraiment vécu le procès de l'intérieur. C'était un procès émouvant. Honnêtement, vous vous attendiez ce jour-là à la libération de Shafiq Mjahid? Première question, rapidement, et deuxième question, il y a eu des révélations choquantes lors de ce procès. En fait, c'est au fil du procès qu'on se rend compte que la tendance allait vers la libération. Parce que d'abord, les plaidoiries étaient pertinentes, c'était du chirurgical. Donc on avait l'impression que les avocats, il y avait Maître Boul, Zahid, Bouchachi, Badi, une dizaine de plaidoiries, si je ne me trompe pas. Sur une quinzaine d'avocats, il y a eu une dizaine de plaidoiries qui toutes ont visé donc, un aspect de ce procès. Boul est connu pour être quelqu'un qui maîtrise les textes. Un procédurier aussi, oui. Voilà, c'est un procédurier. Il y a qui se sont livrés donc, à un procès politique, d'autres à un procès, enfin on évoquait la qualité humaine, parce qu'il y avait aussi une dimension humaine. Shafiq malade, et qui avait, surtout pendant sa période, avait mené une grève de la faim, donc il a été laissé sans. D'ailleurs, ça lui a valu un séjour à l'hôpital Mustapha. Et un problème de santé. Plus grave encore, c'est quand ont été levées les charges criminelles, je crois le 23 mars, et les avocats ont introduit une demande de mise en liberté, elle a été refusée, alors qu'il n'y avait aucune raison. Et donc, en fait, on avait en face de nous un Shafiq très amoindri physiquement, etc. Mais il fallait surtout le regarder dans les yeux. Et il y avait là une lueur, il était d'une combativité. Il a réfuté les accusations qui étaient portées contre lui de façon magistrale. Ce qui pose problème, il faut le dire à ceux qui nous regardent, le problème pour ceux qui l'ont arrêté et mis en prison, c'est pas juste le fait qu'il soit photographe, qui participe au Hirak, c'est qu'il travaille au Premier ministère. Voilà, c'est ce qui a jeté la suspicion de la part de ceux qui l'ont Donc ils l'ont arrêté parce qu'il prenait des photos. Parce que c'est quelqu'un qui, quand il y avait la bousculade, moi je me souviens, on était, bon, je n'ai pas dû le voir, mais je me souviens de cette bousculade quand il y a eu l'arrivée à Ruisseau. Donc la marche a été donc sévèrement réprimée et les gens fuyaient. Lui a refusé de courir, donc il avait son appareil photo, il a refusé de courir. Bon, chef, ils l'ont pris. Et c'est en fouillant donc dans ces trucs qu'ils ont trouvé que ils ont trouvé l'innommable. Voilà. Des photos de Jarrad dans son flash disque, qui portait avec lui, etc. Enfin, il faut dire que Shafiq c'était un infographiste au niveau du service du Premier ministère. Donc en fait, tout ce qu'il faisait, il n'avait pas accès directement, mais il le faisait. Puis il y avait son chef qui validait, donc ça passait, etc. Lui, il faisait la part des choses. Hirakiste. Le vendredi, bon, et dans la semaine, il faisait son boulot. Et là, ils ont essayé de trouver donc une jonction impossible entre son poste au Premier ministère et d'éventuelles jonctions peut-être externes, etc. C'est pour ça que le 87 bis s'est appliqué à son encontre dans un premier temps. Mais le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte vraiment de son état de santé, parce que c'est quelqu'un qui a une maladie, qui nécessite des traitements, etc. Et nous sommes très heureux aujourd'hui pour la libération. Mais en tout cas, une chose est sûre, lui ne lâche pas le morceau, il fait appel de ce jugement, bien sûr, donc jusqu'au bout. Est-ce que la libération de Shafiq Mjahid est un bon signe, Ismaël Almas? Écoutez, d'un côté, on libère des prisonniers, etc., et de l'autre côté, on emprisonne d'autres et on condamne d'autres. Donc, c'est un cycle infernal qui n'arrive pas à se terminer. On m'a arrêté tout à l'heure à la station métro en me disant « Tiens, il y a la main tendue, c'est bonne, etc. » Mais écoutez, si on tend la main droite et la main gauche, elle bastonne et elle tabasse et elle met en prison, etc., je suis désolé. Donc là, ce matin ou hier, ils ont arrêté la dame avec le nom, avant-hier aussi d'autres personnes, etc. Ça s'arrête, Fatima Sid, ça s'arrête pas.
Ça ne s'arrête pas. Donc, de quel signe on parle? De quel truc on parle? Non, je crois que c'est rentré dans les mœurs. Tu as les services de sécurité, tu as le système ADA, condamné, libéré, condamné, libéré. Ça fait des scénarios, ça fait des feuilletons interminables. Et en parallèle, je pense que maintenant tout le monde a compris que le système ADA se retrouve dans le brouillard ADA, se retrouve dans ce genre de feuilleton. Et en parallèle aussi, il est en train de se reconstituer, se recycler, de constituer un fichier client, de nouveaux clients pour le système. Il est en train de faire des alliances avec des partis politiques, de récupérer d'autres qui étaient mécontents parce qu'ils n'ont pas eu de poste, ils n'ont pas eu de place pour les législatives, etc. Et là, il y a un travail qui se fait. Donc, moi, je ne crois pas à cette politique de main tendue. Et Alors, c'est pas des signes, c'est pas ça tombe bien, Smaïl Almas, que vous en parlez, de cette politique. Vous avez cité la politique de la main tendue, vous avez aussi cité le cycle infernal. Vous avez constaté également qu'il y a un parfum de volonté de dialogue avec la main tendue de Abdelmajid Tebboune, le post sur les réseaux sociaux de Abdelaziz Rahabi, ancien ministre, ancien ambassadeur, les consultations politiques entamées avec certains chefs de parti. Ma question, Yassine, est-ce que vous remarquez que ça bouge quelque part? Et est-ce que ça bouge pour de vrai? C'est une question compliquée, ça bouge quelque part. Si on met bout à bout tout ce que tu as cité, on est obligé de dire oui. La preuve, c'est que même Smaïl est obligé de commencer le CPP à la station de métro sur le sujet avant même d'être arrivé ici. Mais en même temps, moi je suis un épisode de dialogue qui peut changer et faire évoluer une donne politique. Ça suppose qu'il y ait un accord interne minimal au sein du système. Et ça suppose un système qui est en configuration d'avancée. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a les prérequis. Si je regarde par le passé, les moments de discussion, il y a eu à l'arrivée par exemple, il y a eu à l'arrivée de Zerwal. Zerwal a envoyé Betchin visiter Ali Belhadj et Abbassi Bentani et les autres dirigeants de l'Akhra à Blida. Lui-même est allé ensuite leur rendre visite, il a discuté avec eux, et il y a eu une tentative de discuter qui n'a pas débouché. Ensuite, il y a eu la branche DRS qui a négocié séparément avec l'AIS. Et à un moment donné, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Le président a refusé de cautionner la négociation avec les gens armés directement. Lui préférait peut-être la solution avec les politiques. Mais on voit même que même dans les moments où le pouvoir donne l'impression d'être cohérent pour trouver une solution par le dialogue, il a été très cohérent face à la stratégie d'idiot. Il a rejeté ensemble d'un mot, d'un geste. Ça peut ne pas marcher. Il y a eu d'autres moments, à l'époque de Bouteflika, où on a tenté d'ouvrir des dialogues politiques pour faire passer le troisième mandat. On sentait que le système était cohérent, Toufik était sur la même longueur d'onde que Bouteflika, et donc ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, la source est cachée. On ne sait pas qui a inspiré la dépêche. Hicham Aboud dit que c'est un obscur responsable de la DGSE qui l'aurait fait et qui aurait été démis de ses fonctions. Je dis obscur parce que je n'ai pas eu le temps d'apprendre son nom. Il s'appelle Yahya quelque chose, qui aurait été démis parce qu'il aurait marché sur les plates-bandes de la DGSI et de la présidence en essayant. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien du tout. Donc ce n'est pas une initiative qui est incarnée. Personne ne l'incarne. On ne va pas parler des sous-fifres qui en ont parlé, qui faisaient partie de la coupole, qui étaient à la coupole présent, etc. Bon, cela, ça ne fait pas le compte. Donc, c'est extrêmement faible. Et donc, moi, je pense que les prérequis pour une initiative politique forte ne sont pas là. Pouvoir divisé, pouvoir très faible. Et qu'est-ce qui peut rester dans ce cas-là? C'est une initiative sécuritaire qui ressemble à la Rahma, à l'offre de la Rahma, de la politique de la Rahma, de la période Zerwal, c'est-à-dire on est dans le contexte global, il y a du terrorisme, vous êtes des égarés, on vous tend la main pour entrer dans le droit chemin, et l'État est miséricordieux, il va vous accorder la Rahma. On est à peu près dans cela, je pense que ça a été dévoilé par Zetot quand il a montré un formulaire de ce que peuvent remplir les gens qui veulent rentrer. Et il y aura peut-être quelques dissidents qui vont accepter de rentrer dans ce cadre-là. Mais c'est de la rahma, c'est pas une démarche politique et c'est pas une initiative qu'on peut appeler comme telle, comme je l'ai expliqué.
Allez, Moi, ce que je constate, moi, je suis arrivé à la même conclusion parce que j'ai passé toute la journée d'hier à vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai appris que, par exemple, lorsqu'elle a reçu les chefs de parti, il leur a rien dit. Il leur a dit j'écoute. Contrairement au Il n'a pas parlé de ses intentions. C'est Abdelmajid Tebboune. Oui, Il n'a pas parlé de ses intentions. Rien du tout. Il a dit que j'ai envie de savoir ce que pensent les partis de la situation du pays. Donc il écoute tout le monde. Et puis, contrairement à l'année passée où il est venu avec une feuille. C'est législative. Ou vous marchez, ou vous ne marchez pas. Donc on est dans ça. Mais ça ressemble effectivement à ce que dit Ihsan parce que quand on parle d'offre politique, s'il y a une véritable offre politique, c'est-à-dire qu'on remet en cause tout le processus politique, ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas que ceux qui sont aux commandes actuellement sont prêts à remettre en cause parce que ceux qui sont avec eux ont accepté de jouer le jeu, donc c'est pas la peine, donc on ne croit rien, mais l'opposition et le Hirak veut remettre en cause tout le processus politique et aller vers une période de transition. Et ça, je ne pense pas qu'il l'accepte. Et il y a des informations, effectivement, recoupées à gauche et à droite, qui disent qu'on a approché certains activistes pour rentrer dans les rangs et rentrer au pays, puis peut-être accepter qu'ils aient une marge d'activité, de liberté, si j'ose dire, et les laisser entrer au pays sans problème, parce que là, il y a eu beaucoup d'arrestations, on a connu certains qui sont médiatisés, mais pas d'autres. Hein. Parfois, il suffit d'avoir une carte de résidence ou avoir un extrait de naissance de Tizi Ouzou Bijaya, par exemple, pour être arrêté tout de suite. Hein. Dès que, oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, énormément, surtout l'été. Tout le monde était soupçonné d'être MAC. Parfois, il y a des gens qui se sont solidarisés avec quelqu'un qui ressemblait à un partenaire MAC ou à Rachad et il a été embarqué. Bon. Donc, tout ce beau monde-là pourra apparemment... mais après, la question qui se pose, est-ce qu'on va pas seulement libérer, parce que Shafiq Mjahid a été condamné. Donc, même s'il y a une grâce, entre guillemets, sans amnistie, ça n'a aucun sens, parce que les gens ont été condamnés pour rien. Donc, ils ne sont pas réhabilités. Et puis, qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura rien demain, qu'il n'y aura pas d'arrestation demain? Que le champ médiatique et le champ politique va être ouvert, contrairement à ce qui se passe actuellement. Tout cela, on ne le sait pas. Mais ce que je sais, moi, c'est que ce que j'ai compris, c'est que on va faire une opération du genre Rahma ou Concorde civile pour quelques personnes, et puis on va retomber dans les mêmes travers en disant que voilà, c'est vous qui refusez. Parce que vous avez vu que Bahsim El Abbas a déjà posté pour dire que bon, ça c'est des règlements internes au système qui ne concernent pas forcément la société, puisque quand on commence un dialogue comme ça, à minima, il faut au moins faire des gestes. Et les gestes, pour l'instant, on n'en a rien vu. Est-ce que le début de ces consultations... Pardon, j'ai oublié un détail très important. Je n'ai pas d'informations précises, mais j'ai un constat. C'est qu'en 2 ans et demi de gouvernance, aucune réforme sérieuse n'a été engagée. Le code de l'information bloqué, le code des investissements ne passe pas, le code communal n'est pas réformé alors que la nouvelle constitution l'exige, le code électoral doit être réformé, le code des impôts, le code bancaire, on l'appelle comme ça. Non, le code des investissements, c'est le bas. Réforme bancaire. Aucune réforme sérieuse n'a été engagée. Mis à part les lois répressives qui sont passées. Voilà. Mais aucune réforme sérieuse, j'ai dit réforme. On peut citer quand même que maintenant le plan des vols de Air Algérie passe par décret. C'est une superbe réforme. C'est tout ce qu'ils ont fait trouver à faire, effectivement. Est-ce que le début de ces consultations ne rentre pas aussi dans la préparation d'un futur gouvernement, puisque même le président lui-même avait annoncé un remaniement? Non, moi je pense qu'il y a d'autres signaux à travers l'approche. C'est peut-être préparer 2024. Peut-être préparer les présidentielles. Là, le président serait candidat, ça oui, bien sûr. Là, je pense que le président a constaté qu'il était pratiquement seul. À défaut de peuple, il n'a pas de parti, il n'a pas d'association, il n'a pas de socle sur lesquels, si on parle au pluriel, il pourrait s'appuyer pour consolider sa position, pour justement espérer un deuxième mandat, et du coup il est obligé de constituer un fichier client et de consolider sa position et d'avoir et engager des alliances, et sachant que si on croit à ce qui se dit, qu'il y a une bonne partie qui est au pouvoir qui ne veut pas du président actuel, ce qui fait que là je pense que la tentation elle est là.
et il veut se relancer, il veut rester, il veut aller vers un deuxième mandat. Je suppose que les gens qui l'entourent l'ont convaincu de cela. Eh bien, maintenant, il essaie de tenter, disons, d'agrandir ses rangs, hein, et de faire des alliances qui vont lui permettre d'aller vers les élections de 2024. Vous avez remarqué la création, la confédération des patronats, le FCE10, hein, le CREA. Et il y a des associations qui se lancent et qui vont se lancer. Il y a les partis qui l'a reçu. Il va donc pour vous, c'est déjà la course mais bien sûr, à 2024. Mais bien sûr, j'imagine que la même mise sur la presse est liée et il va encore faire des efforts pour essayer de domestiquer toute la presse, parce qu'il y a 3 éléments. Il y a les partis politiques, il y a l'argent, il y a la presse. Maintenant, ce qui reste, c'est l'armée. Est-ce qu'elle va le soutenir pour un deuxième mandat? Je pense que l'armée, l'institution militaire, je pense que pour elle, te bonne ou pas te bonne, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'elle ait la même mise sur la personne. S'il s'impose, s'il va avoir une alliance il va lancer des alliances assez consistantes autour de lui, s'il a l'argent, s'il a les confédérations, s'il a la presse sous la main, je pense que même l'armée va l'accompagner dans un deuxième. Il y a des militants maintenant, pour le politiques. gouvernement, pardon, vous allez le voir, je suppose que ce futur gouvernement, contrairement à ce qu'il disait, on va faire appel à des technocrates, etc., vous allez voir qu'il sera composé par des trucs, les partis, hein, ceux qui l'ont soutenu en 2019, qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de certains postes au niveau de l'Assemblée nationale de l'ancien gouvernement. Je pense qu'il va essayer de les récompenser, les gagner en leur proposant des postes. Vous allez voir que les partis qu'il a reçus auront des éléments au sein du futur gouvernement. Et là, ça va être un signe très fort. Il y a eu quelques nominations, notamment au Conseil de la Nation, par exemple. Voilà, dans de Bougara Sultani, de Kamel Bouchama, etc. Oui. Moi, je ne pense pas que la course va commencer, parce que vous avez le militant politique. Non, c'est un peu loin. Ça peut aller. Et Abdelmajid Tebboune ne s'est pas sorti d'affaire avec son premier mandat. C'est M. Karasso, le premier mandat. Ali a rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une situation sociale qui s'est énormément dégradée, il y a des périls. Il sait qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas prétendre aller à commencer à afficher une prétention à durer. Mais ce n'est pas un critère. Ah si, ça peut être un critère. Non, ça peut être un critère. Du moment qu'il ne bloque pas les intérêts des uns et des autres, s'il marche dans cette direction-là, mais dans le cas que le peuple crève de faim, il y a toujours un argumentaire. الأزمة المالية العالمية الأزمة الاقتصادية etc. Du coup regardez ce qui se passe à gauche et à droite. Je pense que ça c'était un raisonnement valable s'il n'y avait pas eu le 22 février. Il y a eu le 22 février qui correspond à quoi? Il correspond à un moment de l'histoire où l'ANP n'a pas pu trouver un accord pour proposer un autre candidat. Et elle a choisi de laisser la continuité. La continuité lui a coûté très cher, puisque les Algériens, non seulement ils ont refusé la continuité avec un Bouteflika incompétent, mais ils ont refusé le ministère, le magistère de l'armée, la prééminence de l'armée sur la vie politique. Le Hirak est devenu une volonté de changement radical, Machi Askaria Madania. Donc, le 22 février. Dans le processus, c'est devenu cela. Donc, ça a affiché le pouvoir de l'armée, ça l'a mis en péril. Aujourd'hui, laisser une façade civile qui n'est pas capable de délivrer, qui n'est pas capable de faire face à la situation et qui va maintenir un statu quo très précaire, c'est l'armée, elle ne peut pas fermer les yeux comme elle l'a fait. Je pense, honnêtement, c'est pas gagné. Pour tout le monde, c'est pas gagné. Un système qui a vu des millions d'Algériens sortir et dénoncer le pouvoir, etc., qui voulait le changement, etc., il a pu faire passer la test à le changement dans la continuité. Il a imposé en 2019 par la force. Il a imposé ça. Aujourd'hui, il repose sur l'armée. Aujourd'hui, qu'il a mis les institutions. Repose sur le sécurité. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus avec les manifestations. Il a mis les institutions. Il a tout cela. Et surtout qu'il est conforté par la situation internationale. Il va céder à la situation internationale. On est devenu un acteur important. Sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique. Terminé, après tu réponds. Non, moi j'ai pas terminé, j'étais en train d'intervenir. Non, j'étais en train de dire, mais c'est pas le deuxième mandat qui est en jeu. Il a fini de vous interrompre. C'est pas le deuxième mandat, c'est trop loin le deuxième mandat. Il faut qu'il signe déclaration. 2022. Non, mais c'est pas ne préparez pas le deuxième mandat avant le mi-mandat.
mais il a préparé les 5 mandats en 99. Pas qu'un accent. C'est pas à une année ou à 2 années, à 2 ans qu'on va préparer un mandat. La situation n'est pas facile pour Tebboune, je suis d'accord. Ok, mais le bonhomme, je suis persuadé, quitte à être la présidence, ok, là, il va tout mettre. Zerwa est sorti, il a échoué, il est sorti. Il est sorti. Abdelmajid Tebboune, il a déjà échoué. Il peut vouloir. Je dis pas qu'il veut pas. Je dis pas qu'Abdelmajid Tebboune, il va pas vouloir faire un deuxième mandat, notamment pour se protéger. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est pas pour préparer le deuxième mandat. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est parce que la situation est dangereuse et il veut donner l'illusion d'une possibilité de réunir des forces politiques. Moi, je voulais juste noter tout à l'heure. J'ai oublié de citer. Je voulais citer un moment. Je voulais citer juste un moment. J'ai cité les moments où le dialogue peut être engagé et qu'il peut être sérieux. Et j'ai omis exprès de citer le moment, le dernier, celui qui est le plus frais dans nos mémoires, c'est celui de Abdelkader Ben Saleh, qui, le 3 juillet, a fait un discours 2019, a fait un discours d'ouverture. Un discours d'ouverture et qui a créé un panel pour essayer, le panel, Smaïl Almas le connaît très bien parce qu'il en a fait partie, les premières 48 heures. C'est après. Celui qui a été reçu par Ben Salah. Il y a 2 Ben Salah. Le premier Ben Salah, oui, il a fait appel à tous les partis, oui, et ça a échoué. Après, il y a eu le dialogue. Donc, il y a eu une tentative de dialogue. Et il y a eu ce préalable qui a été celui de, il n'y a pas de mesures sécuritaires, on enlève tout pour pouvoir dialoguer, quel type de transition, etc. C'est le dernier moment sérieux, la question que je pose, c'est le dernier moment qui pouvait paraître sérieux. Je retire. La preuve, c'est que Smaïl Almas lui-même, il y a cru. Donc, c'est le dernier moment qui aurait pu paraître sérieux. Je continue. Ce moment, il posait la question d'un changement plus global. La question que je pose maintenant, c'est est-ce qu'on va aller à cela? Tout à l'heure, Ali a dit, remise en cause pour venir à transition. Il y a eu l'élection de la Constitution, du Parlement, du Président, etc. Et il ne veut pas remettre en cause tout cela. Mais entre les deux, je finis sur ça, je te rassure, Khaled, entre les deux, entre remettre en cause tout le processus et voir comment reprendre la transition, qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, et statu quo complet, il peut y avoir peut-être une révision sur la primature, sur le gouvernement, et l'idée d'un gouvernement d'union nationale dans lequel il y aurait des forces politiques et un leader politique, un leadership d'un autre type, avec un homme qui peut avoir un autre profil que les fantômes qui ont occupé ce poste. Je parle de Gérard et de l'actuel Premier ministre. C'est quelque chose qui peut survenir. Mais ça signifie que, au contraire, ça signifie que Tebboune cède beaucoup de son pouvoir pour avoir un Premier ministre politique qui se met au devant, etc. Et Tebboune, apparemment, n'est pas prêt de céder, y compris cette partie de son pouvoir. Droit de réponse rapide avant de donner la parole à Ali Bourkhane. Je ne peux pas croire un instant que le président Tebboune va remettre en cause sa place à la présidence. Il ne va pas lancer de dialogue ou de concertation dans le but d'un changement ou de quoi que ce soit. Il va lancer un dialogue pour conforter sa place au niveau d'El Mouradia. Maintenant, il a échoué ou pas? Il a échoué. Moi, je dis qu'il a échoué. Moi, je dis qu'ils ont échoué. Ok? Mais pour eux, ils n'ont pas échoué. Omar, non. On n'a pas échoué, on a le meilleur monde, on a l'argent, on a la balance commerciale positive, on a le pétrole à 112, on a le truc, donc ils n'ont pas pour eux. Le président lui-même a reconnu lors de sa dernière interview qu'il y a des ministres qui ont été échoués. Mais qui les a ramenés? Mais c'est lui. Voilà, je ne savais pas que c'est des gens qui sont incapables de gérer un café. Mais tout le monde le savait, il les a ramenés. Maintenant, il va me dire, c'est pas eux qui y ont échoué, c'est lui, c'est le premier manager qui a mal choisi ses ministres. Donc, là, moi, je dis que c'est pas un critère pour eux. Ce n'est pas un critère. Qui trollait le dialogue. Mais c'était truqué d'avance. C'est-à-dire, là, il y les conditions, j'accepte. En bas, il bat la feuille de route, la feuille de route. Tu vois? Maintenant, c'est ce qui va se passer. C'est la même chose. Ils vont lancer le dialogue, ils vont la feuille de route, ou tu la suis. Là, il m'a dit, ou tu la suis pas, ça va être la feuille de route qui va être appliquée. Allez, Bourkhane. Je pense que, moi personnellement, je ne fais pas d'illusions, mais en même temps, il faut attendre quand même que les choses s'éclaircissent, parce que pour l'instant... Il écoute. Pour l'instant, il écoute. Tout à fait. Ils n'ont rien dit, même si vous avez remarqué, le communiqué à la présidence, il ne dit rien du tout. Il a reçu parce qu'il ne faut pas oublier que, faut pas se leurrer, même avant, il recevait des gens qui allaient le voir régulièrement.
des personnalités qu'on connaît tous et qui ne sont pas forcément proches de processus politique. Hein. Il a reçu des gens, mais ce n'était pas annoncé publiquement, c'est pour discuter. Mais là, c'est public. Donc, il y a une intention de dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, même si moi, je penche sérieusement vers cette option de pardon. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler cette fois-ci. Galba, rentrer, c'est qui la cible? cible, La main tendue pour qui? Pour Benguerina ou c'est pour qui? Allez, c'est pour des éléments de certains groupes. Maki Rachad qui vont plus être considérés comme... Moi, il me semble que, d'abord, ce que je constate, c'est qu'il y a peut-être parfois il y a des silences qui peuvent être beaucoup plus éloquents que les plus tonitruants des discours. Donc là, le silence intahum, à mon avis, de mon point de vue, traduit donc une sorte de malaise, parce que dans cette gestion depuis 2019, depuis le 12-12-2019, ce pouvoir n'a vraiment pas décollé. C'est-à-dire le Tebboune, avec la dynamique Tebboune, n'a jamais pu s'enclencher. Ensuite, aujourd'hui, quand on arrive en 2022, rappelez-vous, en 2022, il nous a fait la promesse d'être une année du renouveau, une année de la pandémie, rien du tout, il n'y a rien de tout ça. Et là, on est pratiquement à mi-chemin et rien ne s'est concrétisé. Puis il y a ces échéances, il y a le 5 juillet, il y a le 1er novembre, il y a le sommet arabe, pour lesquels je pense que ce pouvoir veut présenter l'image d'un système ou d'une nation unie, rassemblée autour de son président, puisque on essaye aussi de lui donner ce rôle de rassembleur, etc. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne peut pas marcher, c'est-à-dire que si on veut le Mshaml avec entraînant derrière soi donc des 300 détenus, des atteintes aux libertés, enfin plein des articles, des lois, un code pénal scélérat, la mainmise des systèmes des services de sécurité sur tout ce qui fait la vie de tous les jours, y compris voyager, sortir, etc. Et là, j'ouvre juste une parenthèse très rapidement, pour reciter le cas de l'Azhar Zouaïmiya, et qu'on apprend aujourd'hui qu'à côté de Zouaïmiya, il pourrait y avoir une dizaine de résidents. Il y a la certitude d'un deuxième citoyen, d'un deuxième ressortissant canadien, me semble-t-il. Algéro-canadien. Qui ne peut pas sortir d'Algérie. Oui, Algéro-canadien. Merci Zouhaira Berkane d'avoir répondu à nos questions. Merci Ismaël Almas. Merci Hssen. Merci Ali Boukhlef. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt au Café de Presse Politique. Comme à chaque fin d'émission, évidemment, exceptionnellement aujourd'hui, notre pensée à la famille de Chérine Abou Akleh et à toute la famille des journalistes. Solidarité également avec les 3 journalistes en détention, Merzouk Touati, Hassan Bourras et Mohamed Boulouj. Bonne nouvelle, Merzouk Touati retrouvera sa famille le 28 juin. Il a bénéficié d'une réduction de peine de moitié. Donc, il va sortir de la prison de Buira à la fin du mois de juin. Et une pensée pour les 2 journalistes marocains toujours en détention, condamnés en appel également à 5 et à 6 ans, Omar Hadi et Slimane Raissouni. Merci et à la semaine prochaine. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M.